Il est 3 heures du matin. À Gelsenkirchen, tout est encore parfaitement calme. Nous sommes le 27 décembre 2025, les fêtes de Noël viennent tout juste de se terminer. Et à cette heure-là, il n'y a pratiquement personne dans les rues. Aux alentours de ce moment-là, 2 véhicules avancent discrètement dans le quartier de Buer, à Gelsenkirchen. Une Audi noire et un fourgon Mercedes blanc. En apparence, rien de suspect. Pourtant, les hommes au volant sont à quelques minutes de commettre ni plus ni moins que le plus grand braquage bancaire jamais commis en Europe. Et même des mois après les faits, une grande partie de cette affaire restera entourée de zones d'ombre parce que les auteurs s'apprêtent à commettre ce qui ressemble presque au crime parfait. Jamais auparavant des braqueurs n'avaient emporté une somme aussi importante que celle dérobée lors de ce cambriolage. Et comme vous allez le voir, ils ont utilisé des méthodes d'une ingéniosité folle, digne d'un film comme Ocean's 11. Nous allons vous montrer comment ce braquage, préparé avec une précision redoutable, a pu avoir lieu. Et nous allons aussi vous révéler quelles failles dans le dispositif de sécurité de la banque ont rendu une telle opération possible et pourquoi les malfaiteurs ont pu s'enfuir sans la moindre difficulté. Mais revenons à Gelsenkirchen. Au cours de la nuit, sans doute vers 3h30, les hommes s'engagent dans la rue de la Chevalerie, car c'est précisément là que se trouve leur cible. La banque Sparkasse de Buer, installée au rez-de-chaussée de cet immeuble d'habitation tout à fait banal. Mais les braqueurs ne s'y rendent pas les pas directement. À la place, ils entrent dans le parking situé en diagonale, derrière le bâtiment, un lieu qui va devenir le centre de toute l'opération. Car dans ce parking, il existe une partie publique, au niveau supérieur, et une partie privée en sous-sol. Cette zone privée est réservée aux abonnés de longue durée. Il faut un contrat pour avoir le droit d'y accéder. Les voleurs semblent en avoir eu un, puisqu'ils franchissent sans difficulté ce premier obstacle et descendent avec l'Audi et le fourgon Mercedes dans la zone réservée aux abonnés. Et ce n'est pas tout. Cette partie du parking s'étend elle-même sur 3 niveaux supplémentaires. Les voleurs descendent jusqu'au niveau -3. Et là, il y a un tunnel. Comme vous pouvez le voir ici, ce tunnel relie le parking à la banque. Le tout à 3 étages sous terre. On peut en réalité traverser directement ce passage en voiture, mais à l'entrée de la partie du garage souterrain qui se trouve sous la banque, un premier obstacle les attend. Une grande porte métallique qu'il faut ouvrir. Seuls 3 groupes de personnes possèdent une clé spéciale permettant d'ouvrir cette porte. Soit les employés des sociétés de transport de fonds, soit les employés de la banque elle-même, soit les habitants des appartements situés au-dessus de l'agence. L'une de ces personnes a forcément aidé les voleurs, car eux aussi disposent de la clé qui leur permet d'ouvrir cette porte. Ils la franchissent sans le moindre problème et se trouvent désormais sous la banque, juste en dessous de la salle des coffres. Mais cette salle n'est pas accessible directement. Plusieurs portes doivent encore être franchies. L'une d'elles, et même la plus importante, est une porte de secours. En théorie, elle ne peut s'ouvrir que de l'intérieur et il n'existe aucun moyen de l'ouvrir de l'extérieur. En principe, les voleurs n'auraient donc jamais dû pouvoir passer. Pourtant, ils franchissent aussi cette porte. D'une manière ou d'une autre, elle avait été manipulée depuis l'intérieur pour ne plus se refermer complètement, ce qui permettait ensuite de l'ouvrir depuis l'extérieur. Les voleurs se retrouvent alors dans les sous-sols du bâtiment de la banque. En bas, il y avait des locaux de stockage appartenant à la banque, mais aussi quelques caves utilisées par les locataires de l'immeuble. Ce qui manquait, en revanche, c'était des caméras de surveillance ou des capteurs capables de déclencher une alarme pendant que les voleurs se déplaçaient dans le sous-sol. Depuis là, ils ont également pu emprunter un escalier et atteindre sans difficulté l'étage où se trouvait la salle des coffres, juste au-dessus du sous-sol. Les voleurs sont donc désormais tout près de leur objectif. Il ne reste plus qu'un seul obstacle, la salle des archives. Cette pièce se trouvait juste devant la salle des coffres, et même si elle ne contenait que des dossiers sans grande importance, le seul moyen d'accéder à la salle des coffres passait par cette salle, située juste à côté. Et là encore, on pourrait croire que les voleurs vont enfin être arrêtés. Après tout, la salle des archives était bien sécurisée, avec une porte renforcée et un clavier à code. Mais ce n'est pas non plus un obstacle pour eux. Ils entrent un code et accèdent à la pièce. Quelques jours plus tard, les enquêteurs constatent que la porte est en parfait état. Elle a donc forcément été ouverte à l'aide d'un code. Un code que, en théorie, seuls quelques employés parmi les plus haut placés de la banque connaissaient. Ils sont maintenant arrivés à destination, devant le mur qui donne sur la salle des coffres, car les voleurs ne disposaient pas du code d'accès à cette pièce. Ils redescendent alors vers le fourgon blanc pour récupérer l'outil qui leur permettra aussi de franchir cette dernière barrière. Une carotteuse à forêt diamantée. Ces grosses machines de perçage peuvent peser jusqu'à 40 kg avec leur support. Mais une fois démontées en plusieurs éléments, elles peuvent être transportées assez facilement.
Avant cela, ils avaient branché un tuyau d'eau dans les toilettes des femmes. Et il ne leur faut pas longtemps pour installer l'appareil contre le mur de la salle des coffres et commencer à percer. Ils utilisent l'eau du tuyau pour refroidir la foreuse. Le point exact de perçage, ils l'avaient sans doute déterminé eux-mêmes, probablement à l'aide d'un système de localisation en intérieur. Il est très vraisemblable qu'ils avaient eux-mêmes loué un coffre dans la salle des coffres et qu'il n'y avait rien déposé à part un appareil relié à ce système. C'est précisément ainsi qu'ils savaient à quel endroit ils devaient percer. L'opération prend du temps. Pourtant, alors que le matin approche peu à peu et que des gens vivent 2 étages au-dessus d'eux, personne n'entend quoi que ce soit. Cela s'explique surtout par le type de perceuse qu'ils ont choisi. Une carotteuse est beaucoup plus silencieuse qu'un marteau perforateur. Elle use la matière au lieu de la frapper, ce qui produit très peu de vibrations. Mais c'est ici que les voleurs commettent leur première erreur. Apparemment, ils ne disposent d'aucun système d'aspiration des poussières pour la machine, et la poussière dégagée finit par atteindre un détecteur incendie qui déclenche alors l'alarme. À ce moment-là, il est 6h15 du matin, et le service de sécurité de la banque, un policier ainsi que les pompiers, arrivent à la banque. Mais ils ne passent pas par le parking. Ils choisissent d'accéder à la salle des coffres en passant par la banque elle-même. Et là, une grille en acier leur bloque le passage. Les pompiers ne constatent aucun signe d'incendie. Il n'y a de fumée nulle part et tout semble parfaitement normal. Ils concluent donc à une fausse alerte et repartent. À ce stade, les voleurs ont déjà bien avancé dans leur perçage. La carotteuse aurait fonctionné pendant 6 heures entières avant qu'ils ne pénètrent enfin dans la salle des coffres. Puis, un énorme bloc de béton se détache et le passage vers les coffres est enfin ouvert. La première chose que font les cambrioleurs à l'intérieur de la salle, c'est recouvrir les détecteurs de mouvement avec du simple ruban adhésif afin qu'ils ne puissent plus déclencher d'alarme. C'est maintenant que le véritable travail commence, car pour accomplir leur tâche, les hommes n'utilisent ni chariots élévateurs, ni machines bruyantes. Avec une précision méthodique, ils forcent un coffre après l'autre. Au total, ils en ouvrent plus de 3083, soit environ 95% de tous les coffres présents dans cette salle. À chaque fois, ils doivent évaluer le contenu en quelques secondes. De l'argent liquide, dans le sac, des lingots d'or, dans le sac, des bijoux, dans le sac, des testaments, des photos de mariage, des disques durs, jetés par terre. Dans la nuit de dimanche à lundi, tout le butin est emballé. Mais même là, leur travail n'est pas terminé. Les auteurs sont vraisemblablement des professionnels, et ils savent parfaitement qu'ils ont peut-être laissé des traces derrière eux. Alors, avant de partir, ils transforment la scène en véritable champ de bataille chimique. Ils pulvérisent du désinfectant partout pour détruire l'ADN, puis ils vident un extincteur. Et c'est alors qu'ils mettent en place le dernier piège psychologique, celui qui va plus tard plonger les enquêteurs dans le désespoir. Ils dispersent des centaines de cheveux appartenant à d'autres personnes, qu'ils ont probablement récupérés dans des salons de coiffure. Les enquêteurs connaissent déjà cette méthode dans d'autres affaires. Les équipes scientifiques devront passer des mois à comparer toutes les traces ADN avec les bases de données, tomberont sur les profils d'innombrables citoyens totalement innocents, et ne trouveront probablement pas la moindre piste sérieuse. Un cauchemar pour la police technique. Lundi 29 décembre, 3h50 du matin. Le fourgon blanc et l'Audi noir arrivent maintenant à la barrière du parking. Les caméras de surveillance ont même enregistré toute la scène. Un homme descend du véhicule, soulève calmement la barrière à la main, pendant qu'un autre paye tout à fait normalement le ticket de stationnement. Puis les véhicules disparaissent dans l'obscurité, et l'incroyable braquage de la banque de Gelsenkirchen touche à sa fin. Quelques minutes seulement après leur fuite, à exactement 3h58, l'alarme incendie se déclenche à nouveau, sans doute à cause de la poussière retombée ou des vapeurs chimiques dégagées par la mousse de l'extincteur. Cette fois, lorsque les pompiers ouvrent les portes et avancent dans le sous-sol, les secours découvrent alors une scène de dévastation totale. Le sol de la salle des coffres est recouvert jusqu'aux chevilles de coffres métalliques tordus, de papier déchiré et d'une couche blanche de mousse. Dès le lundi matin, la nouvelle du cambriolage de la banque se répand comme une traînée de poudre. En quelques heures à peine, la rue Nienhof s'est transformée en zone de crise. Des centaines de personnes se rassemblent devant la banque dans un froid glacial. Elles sont choquées, abasourdies et surtout furieuses. Beaucoup crient sur les policiers postés devant l'agence. Et certains tentent même de franchir les barrières pour voir si leur propre coffre a lui aussi été forcé. Des slogans résonnent dans les rues de Buer. Et la police doit verrouiller tout le périmètre autour de l'agence avec un important dispositif pour éviter que le bâtiment ne soit envahi.
Et si les émotions sont aussi vives, c'est parfaitement compréhensible, car les témoignages recueillis sur place par différents médias montrent très vite que beaucoup de personnes n'ont pas perdu seulement quelques bijoux ou quelques souvenirs. À l'intérieur des coffres se trouvaient en réalité des biens d'une valeur inimaginable et des sommes d'argent colossales. Alors qu'un homme explique avoir conservé dans son coffre de l'or d'une valeur de 100 000 euros, un autre client y avait, par exemple, déposé une montre Rolex d'une valeur de 120 000 euros. Un retraité qui avait vendu sa maison peu avant Noël y avait placé l'intégralité du produit de la vente, soit 400 000 euros en liquide. Un autre client avait même entreposé l'incroyable somme de 600 000 euros sous forme de lingots d'or. Au total, les dégâts sont désormais estimés jusqu'à 100 millions d'euros, pour environ 2500 clients touchés. Cela fait de cette affaire non seulement le plus grand braquage bancaire d'Allemagne, mais aussi l'un des plus importants au monde. Parce que ce cambriolage a permis d'emporter une somme aussi démesurée, la police déploie désormais des moyens d'une ampleur historique. La police de Gelsenkirchen met immédiatement en place une cellule d'enquête spéciale, qui compte aujourd'hui jusqu'à 350 agents. Mais l'enquête est un véritable travail titanesque. Les enquêteurs travaillent par journée de 12 heures, ont déjà collecté plus de 50 000 objets et indices et réalisé plus de 1000 auditions. Pourtant, malgré tout cela, il n'existe toujours aucune piste concrète. Une petite lueur d'espoir apparaît le 4 janvier 2026 lorsque les plaques d'immatriculation de l'Audi sont retrouvées près de la gare centrale de Dortmund. Mais cette piste, elle aussi, ne mène nulle part. Les experts pensent que le braquage a été commis par un gang international, possiblement originaire d'Europe de l'Est. Seule une organisation de grande envergure, disposant du matériel et du savoir-faire nécessaires, pouvait mener une opération aussi précise. Mais au-delà de ces suppositions, il n'y a rien. Jusqu'à aujourd'hui, pas un seul euro du butin n'a refait surface, et les auteurs se sont volatilisés comme des fantômes. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner. À la prochaine!